Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au sujet de l'éthique et de la compliance dans les opérations de mécénat qui est organisé par le CFF, Admical et France Générosité. Quelques précisions relatives au cadre de ce webinaire. Le webinaire est enregistré pour sa partie présentation. L'enregistrement sera interrompu au moment où nous entamerons la partie questions-réponses. Les micros et caméras des participants sont coupés. Mais vous pouvez poser vos questions via le chat et nous y répondrons en fin de session. Le PowerPoint et le replay de ce webinaire seront diffusés auprès des adhérents de chacune de nos 3 organisations après le webinaire. Et si jamais par manque de temps, nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions que vous aurez posées aujourd'hui, eh bien, vous pourrez vous tourner vers l'organisation dont vous êtes adhérent, son équipe juridique, pour poser vos questions. On va commencer par se présenter rapidement. On passe à la slide d'après, donc. Et je suis Marie-Maurice, je suis juriste au Centre français des fonds et fondations. Bonjour à toutes et tous, Diane Colombani, directrice juridique et affaires publiques chez Admical. Et je suis Anouk Marchalan, je suis juriste chez France Générosité. Bonjour à tous. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Julie Lim de l'AFM Téléthon, Frédéric Fontaine de l'Institut Curie et Christelle Peignon de la Fondation UpCop qui viendront partager leur expérience avec nous. Je vous présente très rapidement le déroulé de ce webinaire. Alors tout d'abord, en 2 mots, sa genèse. On a opéré un constat initial qui est le suivant, c'est que les sujets d'éthique et de compliance sont une préoccupation des organisations membres de nos réseaux, qui sont des organismes fortement attachés à des valeurs et qui évoluent dans un contexte d'accroissement des réglementations applicables à leurs activités. Ces organisations, elles sont par ailleurs confrontées dans la discussion relative aux opérations de mécénat, aux obligations qui sont propres à leurs financeurs. Et nous avons donc coécrit avec Admical et France Générosité et le CFF, et l'aide de nos adhérents, de certains adhérents, cette fiche pratique dédiée au sujet de l'éthique et de la compliance dans les opérations de mécénat. Et ce webinaire intervient dans le prolongement de cette fiche-là. Cette fiche-là, ce n'est pas notre premier document commun, puisqu'il y en avait une précédemment sur les opérations de contrepartie, sur les contreparties dans les opérations de mécénat, et une autre sur les opérations de produits partage. Vous pourrez retrouver tous ces documents sur nos sites internet respectifs. Dans la fiche pratique qui nous intéresse aujourd'hui et dans ce webinaire qui en est le prolongement, certains sujets tels que notamment les contreparties ou encore le RGPD ou l'éligibilité au mécénat ne seront pas abordés. Mais c'est des sujets sur lesquels vous pourrez échanger avec les juristes des organisations dont vous êtes membre si vous en avez besoin. Cette fiche pratique, et nous espérons que vous en avez pris connaissance. En tout cas, nous vous invitons à le faire si ce n'était pas le cas. Elle traite donc des enjeux et des obligations spécifiques aux OSBL en matière de compliance et de mécénat. Elle rappelle aussi certaines des obligations qui s'appliquent aux mécènes. Elle propose des bonnes pratiques à mettre en œuvre tant par le mécène que par le bénéficiaire. Et elle comporte une partie relative à la formalisation d'une relation mécène-bénéficiaire équilibrée, avec des indications pratiques sur la mise en place d'une charte éthique et des propositions de clauses pour accompagner la rédaction de vos conventions de mécénat. Dans ce webinaire, il y aura donc une petite entrée en matière et Admical, le CFF et France Générosité diront quelques mots de certains éléments de cette fiche pratique. Ensuite, nous entendrons les témoignages de l'AFM Téléthon, de l'Institut Curie et de la Fondation UpCop. Et puis, nous aurons un temps de questions-réponses. La fiche pratique, comme je l'évoquais à l'instant, elle présente les principales obligations des OSBL en matière de compliance, et l'un des sujets centraux traités, c'est celui des conflits d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est toute situation d'interférence entre la fonction exercée au sein d'une organisation et un intérêt personnel, de sorte que cette interférence influe ou paraisse influencer l'exercice indépendant et
impartial et objectif d'une fonction. Pour prévenir, détecter et gérer un conflit d'intérêts, les organismes sans but lucratif peuvent mettre en place de bonnes pratiques, telles que la mise en place de déclarations d'intérêts ou la systématisation de la collégialité dans la prise de certaines décisions, qui permet également d'amoindrir le risque d'impartialité. Pourquoi être attentif au risque de conflit d'intérêts? Car ceux-ci sont une source de risque réputationnel pour les organisations non lucratives, mais aussi de risque pénal. En effet, le plus souvent en présence d'une personne publique ou d'une personne titulaire d'un mandat électoral, les situations de conflit d'intérêts peuvent, pour certaines, constituer des infractions pénales, telles que le délit de corruption ou encore la prise illégale d'intérêts. Euh, je vous rappelle aussi, comme c'est le cas également dans la fiche, qu'en matière de lutte contre la corruption, les OSBL ne sont en principe pas soumis aux dispositions de la loi Sapin 2. Voilà, c'est un autre sujet abordé dans cette fiche. Et les organisations non lucratives sont enfin tenues de respecter certaines obligations instaurées par le législateur en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est par exemple le cas de la déclaration des bénéficiaires effectifs, la tenue d'un état séparé des ressources provenant de l'étranger, ou encore le respect des mesures de gel des avoirs. Voilà certaines thématiques en matière d'obligation des OSBL que vous pouvez retrouver sur notre fiche pratique. Je passe la parole à Diane pour la suite. Merci Marie. J'attends la... Ouais, super. Bon, comme vous le savez, sans doute pour de nombreuses personnes autour de ce webinaire, afin de satisfaire leurs obligations de conformité, les structures mécènes, qu'elles agissent directement ou indirectement, sont de plus en plus souvent amenées à réaliser des contrôles des organisations qu'elles soutiennent. Et ces contrôles, ils se situent de deux manières. En amont, à travers généralement des questionnaires dits de due diligence ou de screening, et en aval, à travers la mise en place de clauses d'audit, par exemple, de clauses de reporting, voire même de clauses d'impact. Alors, vous aurez toutes les informations nécessaires dans la fiche, mais à ce stade, il y avait 3 points de vigilance qu'on voulait peut-être mettre en avant. L'importance de respecter une proportionnalité des mesures en fonction des soutiens qui sont accordés. C'est également une recommandation qu'on retrouve dans le guide de l'Agence française anticorruption. L'importance pour les OSBL de se préparer à ce type de contrôle qui, en général, ne manque pas d'arriver. Et peut-être un dernier rappel, une relation de mécénat, ce n'est pas une relation commerciale entre un client et un fournisseur, ce qui suppose, dans de nombreux cas, d'adapter certaines mesures. Voilà, je passe la parole à Anouk pour la suite. Merci Diane. Donc, vous l'aurez compris, en effet, en tant qu'association ou fondation, vous êtes soumise à la fois à des obligations qui vous sont propres, mais aussi à des exigences supplémentaires qui pourront en fait découler des propres exigences de vos mécènes et de vos partenaires. Pour répondre à ces obligations, à ces exigences, vous pouvez mettre en place un certain nombre d'outils pratiques, un certain nombre de bonnes pratiques qu'on développe dans la fiche, justement pratique qu'on vous a proposée. Et ça va vous permettre en fait de prévenir, de gérer les risques auxquels vous êtes exposés. Donc on pense notamment à la réalisation d'une veille réglementaire, à des mécanismes de prévention, de gestion des conflits d'intérêts, ou encore à la mise en place de due diligence. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une communication claire et efficace sur les dispositifs que vous mettez en place. Ça va permettre en fait à votre structure de détecter et de gérer efficacement les risques auxquels vous êtes exposé. Et en ce sens, il est également primordial de documenter l'ensemble des procédures que vous mettez en place en interne, puisqu'il est en effet souhaitable d'avoir une ligne de conduite claire et d'être en mesure d'expliquer en fait chacun de vos choix que vous ferez en matière d'éthique et de compliance. Donc c'est une documentation qui pourra par exemple comprendre une charte éthique qui va définir les valeurs de votre organisation et sur laquelle l'ensemble de vos procédures en fait pourra s'appuyer. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un ensemble cohérent qui va en fait reposer sur les valeurs de votre organisation. Et les témoignages qui vont suivre vont vraiment vous montrer comment concrètement vous allez pouvoir mettre en place des tels outils pratiques dans votre organisation. Et vous allez le constater, c'est vraiment en fait une démarche qui est progressive et que vous allez pouvoir faire étape par étape. Mais avant de commencer sur ces témoignages, on est assez curieux de voir combien d'entre vous ont déjà lu la fiche pratique sur l'éthique et la compliance dans le mécénat. Peut-être que vous êtes déjà incollables sur le sujet. Donc, on vous invite à répondre à un sondage qui devrait apparaître sur votre écran. Et puis, vous aurez quelques secondes pour y répondre.
Je crois que normalement un QR code doit apparaître. Ouais, Voilà. il est là. Donc on vous invite à nous indiquer si vous avez pris connaissance de la fiche pratique éthique et compliance dans le mécénat. Oui, non, ou peut-être que vous êtes en train de la lire, lecture en cours, puisque c'est un document qui est en effet assez dense, que vous avez peut-être commencé mais pas encore terminé. Vous avez une quinzaine de secondes pour répondre. Donc c'est parti, le chrono se déroule. Suspense. Donc Ah, vous il avez vient. le choix entre répondre oui, oui, Oui. ou je lis la fiche en ce moment. Donc mathématiquement, tout le monde l'aura lu. Bon, en tout cas, bravo à ceux qui sont déjà venus au bout de la fiche pratique, à ceux qui sont en cours. Là, les interventions qui vont suivre vont vraiment vous permettre d'illustrer la théorie qui est dans cette fiche pratique avec des exemples vraiment concrets. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Julie qui va vraiment vous parler en détail du dispositif de conformité de l'AFM Téléthon. Donc, Julie, je te laisse te présenter et nous partager ton retour d'expérience. Merci Anouk. Bonjour à tous. Bonjour, je suis donc Julie Lim, je suis en charge de l'audit et du contrôle interne dans la direction risque et conformité de l'AFM Téléthon. Et donc comme je vois que tout le monde a répondu oui et que tout le monde sait parfaitement ce que c'est que la charte éthique, tout ce qui est compliance, je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour témoigner de la façon dont nous-mêmes, nous avons mis en place ce dispositif de conformité. Alors tout d'abord, une brève présentation de notre association, l'AFM Téléthon. Je pense que tout le monde la connaît. Nous avons fait notre 39e Téléthon le week-end dernier. Donc nous sommes en pleine remontée des fonds actuellement. Donc l'AFM Téléthon, c'est 3 missions sociales vis-à-vis de nos engagements. Donc la première, c'est guérir. Donc notre objectif, c'est d'apporter notre soutien financier en développant des laboratoires ou en supportant des projets innovants dans la recherche pour combattre les maladies rares et de façon plus générale les maladies rares et de façon, enfin, pardon, les maladies neuromusculaires et de façon plus générale les maladies rares. Notre deuxième mission, c'est de venir en aide, donc c'est aider les familles et les malades qui nous sollicitent pour justement les aider, les accompagner dans leur démarche de diagnostic ou dans leur démarche du quotidien, par exemple pour financer les fauteuils roulants, qui est une véritable victoire pour l'AFM Téléthon, puisque comme vous le savez peut-être déjà, depuis le mois de décembre, les fauteuils roulants ne sont remboursés totalement par la sécurité sociale. Et notre dernière mission sociale, c'est celle de communiquer parce qu'en fait, les maladies rares et notamment les maladies neuromusculaires sont peu abordées dans la documentation de façon générale. Donc, il est important pour nous de faire connaître ces maladies et notre combat pour justement sensibiliser les malades, mais aussi toute la population vis-à-vis de cette cause. En quelques chiffres, notre association, c'est à peu près 600 salariés et nous sommes accompagnés dans ces missions par à peu près 3000 bénévoles permanents. Et de l'événement du Téléthon, nous avons énormément de bénévoles qui nous accompagnent puisque ils sont aux alentours de 300 000 avant le Téléthon, pendant le Téléthon, mais aussi après pour nous aider à accomplir ces 3 missions qui sont importantes pour nous. Et en termes de gouvernance, il y a donc un conseil d'administration qui est entouré d'un comité financier et d'un conseil scientifique.
Voilà, en quelques mots, sur notre association. Pour venir plus en détail sur notre dispositif de conformité, c'est donc un dispositif qui est animé par notre direction risque et conformité et nous sommes 3 à faire vivre ce dispositif tout au long de l'année. Donc c'est un dispositif qui est inspiré du secteur bancaire, puisque comme vous le savez peut-être, c'est un secteur où la fonction de conformité est très importante et c'est là où, toutes ces fonctions, toutes ces obligations, sont, le plus développées. Donc, c'est, pour moi un bon modèle sur lequel s'appuyer. Donc, pour construire un dispositif de conformité et nous l'avons commencé il y a à peu près 3 ans, nous avons, ce qu'on appelle, des piliers donc, qui sont, matérialisés, en gris, sur, la slide, qui sont au nombre de 7. Alors pour certains piliers, je vais passer assez vite et pour d'autres, je vais, entrer un peu plus dans les détails. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, ensuite, si, je suis passée, assez vite sur certains sujets. Alors en termes de piliers, le premier pilier, c'est, celle de la gouvernance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous ayez l'adhésion de votre gouvernance pour mettre en place, votre dispositif de conformité et nous avons, mis, 2 éléments, qui sont, comment dire? Importants. Tout d'abord, c'est, d'avoir un reporting régulier, vis-à-vis de la direction. C'est donner l'information sur vos activités, en tant que, direction des risques, vis-à-vis de votre direction générale. Et ensuite, nous avons mis en place, un comité risque et conformité et c'est important de mettre en place ce comité pardon et surtout, d'avoir en son sein des membres du conseil d'administration puisqu'en fait, ce sont eux les relais, notre courroie de transmission, vis-à-vis du conseil d'administration. Donc ça, ce sont, 2 éléments que nous avons mis en place, assez rapidement. Ensuite, sur, le deuxième pilier qui est important sur ce dispositif, c'est, d'avoir une évaluation de vos risques et nous, on le fait, à travers, une cartographie des risques. Alors, le mot cartographie, peut souvent faire peur parce que quand on ne sait pas ce que c'est ou quand on débute la démarche, ça peut paraître un peu obscur. Mais finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est, d'identifier où sont vos risques et vous pouvez le faire, c'est très bien documenté, un peu partout, dans les livres ou sur les sites internet, il y a plusieurs méthodes pour établir une cartographie des risques. Donc, je ne vais pas m'appesantir dessus. Nous l'avons fait en 2 étapes. La première, c'est, de dire que, au sein de notre direction, nous avons identifié, ce qu'on appelle des risques à dire d'experts. Donc selon notre propre expérience, quels risques nous avons identifiés et ensuite, nous allons à la rencontre de chaque direction, pour partager avec eux ces risques, confirmer ou non, ce que nous avions, identifié. Après, vous pouvez, identifier les risques aussi bien, par, macro-risques ou, par, direction, voire même par, zone géographique si vous avez, des activités, un peu partout en France, voire, dans le monde. Sur, le, 3e pilier qui nous concerne, c'est celle des procédures, c'est celui des procédures. Donc là, souvent, on a tendance à dire que, on n'a pas de procédure, mais si, en fait, il y en a puisque, quand vous regardez bien, la première chose à faire pour moi, c'est d'identifier, à travers les mails, à travers les échanges avec le CODIR ou, des présentations au niveau, du haut conseil d'administration, il y a des règles qui sont, écrites et qui sont partagées. Donc en fait, à partir de ces, échanges-là et de ces règles qui sont diffusées en interne, vous pouvez construire un corpus de, procédures. Donc, in fine, pour des structures, qui sont, très avancées sur le sujet, vous allez aboutir, à des trames qui, référencent vos procédures, selon, une norme bien précise. Mais le but, de ce pilier, c'est, bien d'avoir un corpus de pratiques, qui viennent maîtriser vos risques. Le, 4e pilier que nous avons mis en place, c'est, tout ce qui est lié à la formation, la sensibilisation. Alors la particularité de notre secteur, c'est, d'avoir affaire aussi bien, à des salariés, mais aussi, à des bénévoles. Il est important de, sensibiliser, les 2 populations, les salariés, bien évidemment, mais surtout aussi les bénévoles. Et puis comme vous l'avez vu sur, la slide précédente, nous avons, nous, de notre côté, énormément de bénévoles. Ce sont autant de porte-parole pour nous, d'où l'objectif de bien maîtriser et de les former, sur tous nos risques.
Sur la formalisation, sur la formation, vous n'avez pas besoin de faire enfin en tout cas, nous, c'est pas notre cas. Nous n'avons pas fait des modules qui durent une journée entière. On a commencé par des modules de 3-4 heures que nous avons aujourd'hui réduits à 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que comme c'est un module qui est sur la base du volontariat, beaucoup peuvent nous dire que bloquer 3 heures dans leur agenda, c'est beaucoup et c'est compliqué. Donc, nous l'avons réduit à 2 heures tout en maintenant la qualité de la formation pour justement attirer encore davantage de volontaires à nos sessions. Et ce qui est important également quand vous faites de la formation, c'est de cibler qui vous voulez former en priorité. Et vous avez identifié au sein de vos structures, et en tout cas, on l'a fait comme ça, identifier ce qu'on appelle des fonctions sensibles qui ont besoin d'être sensibilisées, formées dans les premiers. Et c'est notamment dans ces fonctions sensibles, tout ce qui est fonction de gouvernance, de COMEX ou de CODIR, mais aussi des fonctions qui sont comme tels que les acheteurs, par exemple, ont un certain pouvoir de pouvoir être, par exemple, corrompus ou ce genre de choses. Donc là, il est important sur ces fonctions-là de les sensibiliser en priorité. Donc, bien identifier les populations prioritaires. Sur le pilier du contrôle, nous avons mis en place, c'est un des piliers que nous avons mis à la fin de notre dispositif et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on le fait à la fin ou en tout cas dans les derniers piliers. Alors le contrôle, c'est, comme vous le savez, c'est 3 niveaux de contrôle. Il existe 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont des contrôles qui sont faits par des personnes du terrain, donc par les métiers. Le deuxième niveau, c'est un contrôle qui est fait de façon plus générale par des experts du contrôle, notamment le contrôle interne, et le dernier niveau qui est fait par l'audit interne. Alors, quand vous avez mis en place le niveau 1 et le niveau 2 des contrôles, j'ai envie de dire que vous avez fait les 3/4 du chemin et que ce pilier-là est quasiment complété pour vous. Il est important aussi de se dire que faire du contrôle, c'est bien, mais il faut le matérialiser et donc avoir des traces de vos contrôles. Nous, on le matérialise sur des fiches de contrôle, mais également par des reportings que nous faisons à notre gouvernance vis-à-vis des résultats qui sont obtenus. Sur le pilier de la veille réglementaire, nous, comme nous sommes 3 à la direction, nous nous répartissons les rôles. Donc, chaque mois, c'est une personne qui s'occupe de la veille réglementaire et donc on le fait de façon tournante. Et nous avons des newsletters auxquels nous sommes abonnés pour justement assurer cette veille réglementaire et nous communiquons lorsque nous avons identifié un sujet qui nous paraît important. Nous communiquons avec la direction concernée en interne. Alors, évidemment, la direction risque et conformité n'est pas là pour se substituer à la veille réglementaire des autres directions parce que nous ne sommes pas experts de tous les métiers, mais nous sommes là pour éviter que de grosses évolutions ne soient pas vues à temps. Ensuite, sur le dernier pilier qui est avis et conseil, c'est un pilier important pour nous puisqu'en fait, dans une direction risque et conformité, vous êtes au carrefour de beaucoup d'activités de toutes les directions. Donc, nous sommes amenés à répondre à de nombreuses questions de toutes les directions qui nous sollicitent sur tout type de sujet, que ce soit lié au risque ou à la conformité. Donc, par exemple, nous avons le partenariat qui nous sollicite assez régulièrement pour justement avoir une visibilité sur un partenaire ou un tiers avec qui la direction voudrait entrer en relation. Et donc, nous sommes là pour apporter du conseil sur est-ce que c'est bien ou pas bien de prolonger ce partenariat ou non. Ou encore, tout dernièrement, j'ai reçu une demande, par exemple, puisque nous avons des locations de salles pour des réunions que nous ouvrons à l'extérieur aussi, c'est de savoir est-ce que nous autorisons ou pas tel ou tel client à réserver nos salles en fonction de l'activité qu'il voudrait y tenir, parce que bien évidemment, il le fait dans nos locaux AFM Téléthon. Donc voilà, sur 7 piliers sur lesquels c'est un dispositif que nous avons mis, là, ça
Ça fait 3 ans que nous l'avons implémenté. Donc, suivant la taille de votre structure, vous mettrez plus ou moins de temps à le mettre en place. En tout cas, comme vous le voyez sur ces slides, sur les piliers, je n'ai pas mis d'ordre d'implémentation parce que suivant les appétences, les orientations de votre structure, vous allez commencer par tel ou tel pilier. Deux limites pour moi dans l'ordre d'implémentation de ce dispositif. C'est le premier, c'est d'avoir l'adhérence, l'adhésion de votre gouvernance. C'est pour ça que nous, de notre côté, on a commencé par le pilier de la gouvernance. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute la partie procédure et contrôle, ce sont 2 piliers qui sont à mettre, je dirais, à la fin de votre dispositif, parce que tant que vous n'avez pas fait votre évaluation de risque, tant que vous n'avez pas obtenu l'adhésion de la gouvernance, c'est difficile de les implémenter. Donc, ce sont des piliers que nous traitons à la fin de notre dispositif. Sur la partie volumétrie, en termes de temps, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, j'ai fait exprès de mettre des piliers en bulles de taille différentes. Je l'ai fait exprès puisqu'en fait, c'est pour vous matérialiser le fait que, suivant les expertises dont vous disposez en interne, vous pouvez passer plus ou moins de temps sur chacun des piliers, mais c'est propre à chaque structure, c'est propre à l'appétence que vous avez en interne. Certains voudront commencer par exemple, faire de la formation parce que les personnes de l'équipe conformité sera plus enclin à faire de la formation. Donc, et en fonction de votre expertise, il y a des piliers qui prendront plus ou moins de temps. Si vous avez une gouvernance qui est très à l'écoute vis-à-vis de ce type de dispositif, vous n'aurez pas beaucoup de temps à passer pour les convaincre. Donc, vous irez très vite sur ce pilier-là. Donc, voilà, c'est en tout cas, en termes de volumétrie, ça peut être très variable. Et pour un dernier retour d'expérience sur la construction et les expertises qu'il y a au sein de notre équipe, quand on met en place une équipe conformité, je pense que c'est bien d'avoir une mixité de profils, ce qui vous permet d'avoir des expertises différentes et de pouvoir répondre de façon plus facile aux sollicitations, puisque comme je le disais, nous, on est au carrefour de toutes les activités et donc nous sommes amenés à répondre sur des sujets sur lesquels parfois nous sommes nouveaux sur le sujet. Et bien évidemment, votre dispositif, si vous le démarrez, il ne sera pas parfait. Comme l'a dit Anouk tout à l'heure, c'est quelque chose qui sera progressif. Donc, ce n'est pas grave. Vous allez l'améliorer au fur et à mesure de sa construction et ce sera de mieux en mieux. Voilà pour ma partie. Je ne sais pas si on répond aux questions tout de suite ou est-ce qu'on attend la fin? Merci beaucoup, Julie. On va attendre la fin pour les questions. Mais en guise de transition avec la partie qui suit, on vous propose un deuxième sondage. Et la question qui apparaîtra lorsque vous aurez scanné ce QR code est la suivante. Avez-vous mis en place des outils et procédures liés à l'éthique ou à la compliance dans votre structure? Avec 3 réponses possibles. Pas encore, c'est en cours, ou bien je suis expert en la matière. On vous pose cette question parce qu'on s'est aperçu que dans les démarches naturellement mises en place au sein de certaines organisations, sans qu'il y ait de réflexion structurée sur le sujet compliance, ou en tout cas sans l'aborder ou le nommer comme tel, eh bien certains organismes sont déjà très avancés sur ces sujets-là, sans en avoir forcément conscience. Et donc les résultats viennent d'apparaître. On a eu 3 pas encore, 10, 7 en cours et 6 experts en la matière. On va passer du coup, merci d'avoir participé à ce sondage. On va passer à la partie suivante, qui est l'intervention de Frédérique Fontaine, qui est adjointe au directeur juridique à l'Institut Curie. Et on va réafficher la présentation. Frédérique, merci beaucoup d'être là. Je te laisse la parole.
Peut-être juste une précision avant que Frédéric, tu prennes la parole. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas de chat et que vous pouvez pas tout de suite poser vos questions. Vous aurez la possibilité de poser vos questions via le même outil que l'outil de sondage en fin de webinaire. Donc, vous inquiétez pas si vous pouvez pas tout de suite interagir. On prendra bien les questions tout à l'heure. Merci, je te laisse la place, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, merci à France Générosité, à Amical et au CSF d'organiser ce webinaire et pour la publication de cette fiche, qui a été, comme vous l'avez compris, le fruit d'un travail collectif et qui illustre bien la dynamique de co-construction que je vais essayer de vous exposer dans ma présentation et qui anime notre secteur de la générosité. Donc, ça a été dit, effectivement, je suis adjointe à la direction juridique de l'Institut Curie, qui est une fondation reconnue d'utilité publique avec 3 missions principales pour la lutte contre le cancer, donc le soin, la recherche et l'enseignement. Et nous, notre gouvernance est organisée autour d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Donc, mon intervention d'aujourd'hui, elle a pour objet d'insister sur un point qui me semblait essentiel, c'est l'importance de la sensibilisation à la compliance et à l'éthique dans les associations et les fondations. Et surtout cette indispensable appropriation des sujets par les dirigeants. Voilà, ça a été déjà dit par Julie, mais voilà, donc ma présentation sera axée là-dessus. Voilà, donc comme je n'ai pas accès aux slides en même temps, je suis désolée, il y aura peut-être des petits, des petits loupés dans la... dans le secteur de la générosité, notre capital stratégique, c'est la confiance et elle conditionne nos dons, nos partenariats et au fond notre légitimité auprès du grand public. Donc cette confiance, elle est très précieuse, mais comme vous l'avez compris, elle est aussi malheureusement vulnérable. Donc pour moi, ces mots d'éthique et de compliance, ça ne devrait pas être des mots techniques réservés seulement aux grandes entreprises, mais bien des leviers très concrets pour nous, pour sécuriser nos actions, rassurer nos mécènes et protéger nos organisations. Donc, c'est essentiel de s'emparer de ces nouveaux sujets au niveau des dirigeants et de structurer une sensibilisation régulière. En fonction, comme ça a été dit, de la maturité des équipes et en se dotant d'outils, mais qui soient proportionnés par rapport à nos organisations et surtout sans jamais complexifier la vie de nos équipes au quotidien. Alors, pourquoi parler de compliance dans le secteur du mécénat et de la générosité ? Parce que c'est devenu incontournable dans notre secteur et bien justement parce que nos organisations sont jugées autant sur leurs résultats que sur leurs pratiques. Donc, un incident d'intégrité va fragiliter l'image de nos structures et peut avoir pour conséquence d'assécher les ressources et peut réagir sur l'ensemble du secteur. Les entreprises mécènes, elles opèrent sous des obligations fortes et doivent maîtriser les risques avec les tiers. Résultat, les attentes de transparence et de contrôle vont augmenter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une démarche de compliance proportionnée, ça peut être une opportunité pour clarifier les rôles de chacun, permettre de sécuriser les flux et crédibiliser nos discours. Et donc, elle va permettre d'accélérer les partenariats si on parle un langage commun, fondation, mécène. Donc, cet investissement de gouvernance va rapporter une confiance au niveau global. Et je pense que c'est vraiment important de le présenter de la sorte auprès de nos différentes gouvernances. Alors, Julie a déjà parlé de la loi Sapin 2, mais je pense que c'était important de rappeler rapidement, sans rentrer trop dans les détails, mais puisque ça a été exposé. Mais donc la loi Sapin 2, elle cible prioritairement les grandes entreprises, mais elle produit un effet d'entraînement sur tout l'écosystème, donc bien entendu, y compris les OSBL, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc via les due diligence et pour certaines structures, ça peut aller jusqu'à des contrôles de l'AFA. Alors, moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dupliquer des dispositifs lourds. Il faut y aller progressivement. Ce qu'il faut retenir, c'est la proportionnalité par rapport à nos actions et la taille de nos structures. Bien entendu, ça a été dit, il y a des incontournables. Par exemple, de rédiger des codes de conduite, de
de mettre en place des canaux d'alerte qui sont, l'important c'est qu'ils soient connus de tous, sinon ça ne sert à rien de mettre en place un canal. La cartographie des risques, donc comme l'a dit Julie, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qu'il faut mettre en place en priorité, pardon. Voilà, vérifier bien sûr les cibles de différents partenaires et mettre en place des contrôles comptables adaptés. Ce qui est important, ça aussi ça a été dit, c'est d'identifier des acteurs plus sensibles dans nos organisations aussi. Donc commencer ces formations et ces sensibilisations par ceux qui sont le plus exposés. Voilà, donc l'ambition, c'est surtout pas de faire forcément et de pas se faire peur comme avec des grandes entreprises, mais de rendre nos pratiques lisibles à ceux qui vont les utiliser et surtout cohérentes avec nos moyens. Alors la transparence financière et la responsabilité des dirigeants, donc vous l'avez compris, le socle, c'est la transparence financière et la responsabilité de nos dirigeants. Donc très concrètement, c'est vraiment une traçabilité claire des flux, une capacité d'augmenter et de documenter surtout l'origine et l'affectation des fonds, et quand cela est requis, bien sûr, de pouvoir présenter des états séparés des ressources étrangères, par exemple. Donc, c'est important vraiment d'avoir cette documentation en cas de contrôle ou pré-contrôle, de pouvoir montrer là où on en est et d'apporter des éléments concrets. Au niveau de la gouvernance, ce qui prime, c'est bien sûr l'exemplarité. Donc, mettre en place des déclarations d'intérêt, être transparent et voilà, être vraiment dans une dynamique de prévention et de gestion de ces conflits d'intérêts. Mettre en place des décisions collégiales, notamment pour les dossiers sensibles. Et on en parlait tout à l'heure, un cadre disciplinaire proportionné en cas d'écart. Donc, si l'équipe dirigeante s'implique, communique et met des moyens, la compliance, elle devient un réflexe qui va être partagé par l'ensemble de vos structures et non pas une contrainte subie comme on peut parfois l'imaginer quand une nouvelle réglementation apparaît. Alors, donc sensibiliser et former, donc c'est vraiment la clé de l'appropriation et c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire dès le départ, donc par ce premier pilier qui a bien été décrit, mais de pouvoir sensibiliser au niveau de la gouvernance et y aller étape par étape et de pouvoir ensuite aller plus vers les managers et ensuite vers les fonctions support. Il faut ne pas hésiter à aller devant les instances, les CODIR, les comités, prendre de la place pour que ça puisse infuser petit à petit. Nous, c'est ce qu'on a fait dès le départ à l'Institut Curie. Et puis se trouver des personnes ressources, des alliés. Hein, faut y aller avec son bâton de pèlerin pour que ça fonctionne. Alors, ça a aussi été dit, mais des formats courts, hein, ça ne sert à rien de faire des formations compliance sur des durées beaucoup trop longues. Il faut s'armer de cas concrets, faire des rituels et des rappels. Alors nous, on a essayé de mettre en place ce qu'on a appelé les clins d'œil de la DJ, donc en essayant de sensibiliser l'ensemble de notre communauté, qui est les chercheurs, les médecins et la gouvernance. Donc on fait sous forme de BD, en posant une question très, très concrète et d'essayer de faire sourire et de garder de planter des petites graines pour que les gens gardent à l'esprit sous forme un peu plus humoristique. Voilà. Et là encore, faire aussi des micro-quiz, des retours d'expérience pour vraiment rendre concrète cette nouvelle législation. Alors les messages clés de la fiche pratique, ils mettent l'accent donc sur 4 leviers extrêmement concrets. Donc la due diligence proportionnée avec un processus simple de connaissance des partenaires et une traçabilité adaptée au niveau du risque. Des conventions équilibrées, donc vous le verrez, on a vraiment essayé de vous donner des outils dans cette fiche pratique avec une clause qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'équilibré. 3, une charte éthique du mécénat qui clarifie les principes. Donc là aussi, ça peut être un outil qui peut servir dans vos organisations de rédiger ces chartes éthiques.
Et enfin, une co-construction avec les mécènes, comme dans n'importe quelle négociation de contrat, on ajuste et on explique nos contraintes respectives. C'est important d'expliquer ce à quoi on est tous... voilà, pourquoi est-ce que nos clauses sont rédigées de cette façon et à ce à quoi on est exposé. Voilà, moi j'aimerais conclure cette présentation en rappelant que la confiance, elle se construit quand nos valeurs affichées sont visibles dans nos pratiques et concrètement. Donc vous l'avez compris, l'impulsion des dirigeants est décisive pour enclencher cette dynamique simple, mais qui doit être proportionnée, adaptée pour qu'elle puisse être durable. Donc pas besoin de grands programmes pour démarrer, en commençant par des actions simples, c'est suffisant. Donc nous, concrètement, on a commencé par des sensibilisations il y a un certain nombre d'années auprès de notre gouvernance. On a mis en place on a fait une cartographie des risques, on a rédigé un code de conduite, mis en place un dispositif d'alerte et on a pu nommer un compliance officer. Voilà, mais ça s'est vraiment fait sur la durée et je pense que c'est vraiment une notion à avoir en tête. On ne peut pas mettre les choses en place d'un seul coup. Voilà, je serai disponible pour répondre à vos questions, bien entendu. Merci à tous pour votre attention et voilà, votre présence ce matin est déjà un très bon signe pour notre secteur. Merci. Merci Frédéric. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces témoignages hyper précieux. J'ai noté la BD, Frédéric. Voilà, si certains d'entre vous pensent que les juristes ne sont pas créatifs, j'espère que cette idée reçue est derrière vous désormais. Alors, on a le plaisir maintenant d'accueillir Christelle Peignon, qui est responsable des programmes Mécénat France à la Fondation UpCop. Alors, quelques mots peut-être sur UpCop d'abord, qui est, je crois, la première entreprise coopérative entreprise à mission. Et donc, la fondation UpCop a été créée en 2017 et s'est dotée assez récemment d'une raison d'être que je cite « Agir pour l'égalité des chances et l'autonomie des personnes vulnérables par l'accès à une alimentation de qualité, à l'éducation et à la culture ». Et de ça découlent deux axes, comme vous l'aurez compris, l'alimentation et l'éducation à la culture. Quelques chiffres peut-être qui peuvent être intéressants. Vous soutenez une centaine de projets actuellement. Vous avez la particularité de ne soutenir que des projets pluriannuels d'une durée en général de 3 ans avec une moyenne de soutien de l'ordre de 60 000 €, soit 20 000 € par an. Christelle, si je dis une bêtise, tu n'hésites pas à me contredire. Merci, c'est très clair, très concis. Alors, on a plusieurs questions qu'on souhaitait te poser. On sait que la Fondation UpCop est très investie en matière d'éthique et de conformité et que votre fondation est aussi également très intégrée dans les process de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous indiquer comment les risques mécénat sont pris en considération dans vos politiques entreprises et comment vous acculturez en fait tous vos collaborateurs et notamment les nouveaux collaborateurs à ces risques? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci de votre écoute. Alors effectivement, la fondation, elle a un dispositif intégré dès le démarrage. C'est une fondation d'entreprise, donc statutairement, on dépend de la coopérative, qui est une aussi entreprise à mission. Et la fondation, dès sa création en 2017, donc elle a changé de statut. Elle était auparavant fondation sous égide de la Fondation de France. En changeant de statut, elle s'est dotée d'un certain nombre de process qui ont finalement épousé également ceux de l'entreprise. Et cette entreprise, elle a pour vocation, notamment par son statut de coopérative, de faire ensemble et de faire vivre l'ensemble de ces procédures ensemble à tous les collaborateurs. Donc, lorsqu'on a créé la politique de mécénat, rédigé cette politique de mécénat, on a inclus un certain nombre de risques que l'on pouvait rencontrer puisque notre mécénat est également porté par une politique dans nos pays.
en France, mais aussi à l'international, puisqu'on a environ 25 pays et comme vous l'aurez remarqué, il y en a 14 qui opèrent actuellement. Pour répondre à ces enjeux éthiques qui sont toujours chers à notre fondateur, eh bien, nous nous sommes dotés, en tout cas, d'outils très précis comme les annexes à nos conventions. Mais tout ça, ça répond à une certaine logique qui est instruite par une direction des affaires publiques, conformité, réglementation et risques, la DAPCR, un organe qui a été créé par notre gouvernance et qui volontairement dispense l'intégration d'un cadre méthodologique à l'ensemble des collaborateurs. Ça passe par, bien sûr, la création d'un guide éthique de manière très pratico-pratique et ce guide éthique, en fait, il irrigue des parcours d'intégration dès l'arrivée d'un nouvel entrant, des parcours de formation à des organes de gouvernance comme les COMEX, les CODIR et puis de la sensibilisation qui est obligatoire dans nos parcours de formation annuels pour répondre effectivement à des obligations plus larges réglementaires. Donc en fait, notre dirigeant, notre conseil d'administration considère que l'éthique, c'est l'affaire de tous et que pas une personne qui entre dans la coopérative ne doit pas être informée voilà, de nos pratiques et de nos transparences. Voilà. Pour peut-être aller un petit peu plus loin et répondre à ce qui a été dit précédemment, de manière pratique, au-delà du guide éthique, c'est bien d'avoir des intentions, des guides. On a des formulaires, en fait, qui sont mis à disposition de toute personne dans l'entreprise qui peut rencontrer des difficultés face à des situations qui sont déstabilisantes. Et on a par exemple des formulaires d'enregistrement des cadeaux, des offres qui pourraient être faites, d'invitations. Tout ça, c'est consigné dans un registre et on le porte à la connaissance de tous les collaborateurs qui pourraient rencontrer ce type de situation. Et tout ça répond finalement à un dispositif de prévention, c'est-à-dire quand on ne sait pas, eh bien, à minima, c'est de savoir quels sont les engagements de l'entreprise en faveur de la prévention. Et c'est tout ce dispositif d'alerte, de détection qui passe par effectivement ces formulaires, ces registres de consignation qui font que chacun finalement est concerné par les 3 piliers de la conformité et risques qui sont portés par la gouvernance et que la fondation s'applique à elle-même depuis sa création, à savoir un engagement de chacun au niveau de toutes les instances de gouvernance, une cartographie qui donne de la visibilité à ces piliers de gestion des risques, et puis la connaissance, voilà, tout le temps, au fil de l'eau, dans notre vie de salarié, de coopérateur, la connaissance en permanence de ces dispositifs de sensibilisation par effectivement des parcours de formation, de sensibilisation, voire même des messages, voilà, de notre gouvernance à l'occasion de la journée internationale. Hier, eh bien, notre président a pris la parole et nous a rappelé qu'effectivement, il existait des dispositifs de due diligence, de compliance qui permettaient de lutter contre la corruption, contre la gestion des conflits d'intérêts, voilà, qui permettent aussi de simplifier le travail de la fondation dans des dans des procédures, voilà, dans des démarches qui pourraient être commerciales plus largement et qui pourraient, nous amener à solliciter la fondation et ses projets. Merci Christelle. J'avais noté aussi quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est que tout nouveau collaborateur est amené à rencontrer la Fondation pour comprendre ses activités et donc de bien faire la distinction entre ce qui relève de l'activité lucrative et commerciale de l'entreprise et de ce qui relève de l'intérêt général porté par la Fondation. Et je ne sais pas si ça se fait
dans toutes les organisations qui sont présentes à ce webinaire, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une très bonne pratique. Alors justement, en pratique, tout à l'heure, on parlait des contrôles opérés par les mécènes, en direct ou en régie indirecte. Est-ce que tu peux nous indiquer vos processus mis en place en termes de screening des porteurs de projets que vous êtes amenés à soutenir? Je sais que vous avez de nombreuses demandes et que pour ça, vous avez mis en place des processus assez précis. Donc, si tu peux nous donner quelques Oui. exemples sur la façon dont vous procédez dans Alors, ce domaine. effectivement, on applique, enfin, depuis la création de la politique de mécénat et du guide mécénat en 2017, on s'est obligé à rentrer dans une certaine rigueur puisque on voulait à tout prix éviter les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, alors il ne vous aura pas échappé que Upcop dispense, effectivement, est une entreprise qui dispense des titres à vocation sociale et que quand la fondation opère des programmes autour de l'alimentation, l'éducation et culture, c'est quand même très poreux avec son activité. Donc nous, on voulait border cela puisque nous, on n'adresse pas le pouvoir d'agir autour de la consommation responsable, que ce soit dans l'éducation ou l'alimentation, mais nous, on adresse avec les associations un besoin social, la précarité, qui coupe finalement les personnes dans la société de cette égalité dans la consommation de l'alimentation et de l'éducation et la culture. Et c'est important de comprendre ça parce que effectivement, quand on a des parties prenantes internes ou externes, qui, ont l'habitude de travailler avec des entreprises, finalement, ils se disent: «Ah mais vous avez aussi une fondation d'entreprise, donc on pourrait, voilà, imaginer que la fondation soit utilisée, voilà, comme, un faire-valoir d'un produit, d'une offre», ce que nous voulons éviter absolument. Donc, pour cela, eh bien, quand on sélectionne des projets et on sort là d'un appel à projets qui est, et d'ailleurs, s'il y a des associations parmi nous, je tiens à les saluer parce qu'elles ont fait, de gros efforts de rédaction et on ne s'attendait pas à ce succès dans les retours, des projets qui ont été déposés, des projets de grande qualité. Mais en tout cas, nous, on s'applique dans cette présélection effectivement des règles, qui passent par l'analyse, avec l'aide, de bénévoles de notre comptable, mais aussi avec l'aide de notre service juridique et cette fameuse direction APCR qui nous permet finalement de passer dans une moulinette une fois que on a fait la présélection, qu'on s'est garanti que les critères de sélection imposés par la Fondation sont bien respectés, eh bien, on passe dans une espèce de moulinette réglementaire le projet qui nous permet de vérifier ses statuts, la cohérence de ses statuts, ses obligations légales, mais aussi ses obligations financières. Et c'est cet ensemble qui finalement nous permet de construire, c'est cette conformité qui nous permet de construire une relation avec le partenaire qui sera élu demain ou qui travaille actuellement avec la Fondation parce qu'il est passé par cette observation, on va dire, de ces conformités. Je ne Top. sais pas Alors, si j'ai bien répondu à ta question. c'est vos bonnes pratiques, donc la réponse est forcément bonne. Alors, une fois que le process de sélection a été mis en place, bon, étape classique, hein, vous passez à la formalisation de la relation. Comme on le disait tout à l'heure, vos soutiens ne sont que pluriannuels, hein, donc ce qui suppose Oui. d'avoir une discussion avec les porteurs de projets sur le contrat particulièrement importante. Là aussi, est-ce que tu peux nous faire part de quelques bonnes pratiques, notamment le temps de dialogue que vous prenez vraiment sur ce sujet avec les structures que vous allez soutenir? Oui. Et peut-être si tu as un exemple aussi sur une fin de relation qui a pu arriver, évidemment sans citer personne, et d'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Oui. Alors, merci pour cette question parce qu'elle va rendre très concret effectivement tout cet apport théorique. En fait, dès le démarrage, la fondation et lors de sa création avait une raison d'être qui était autour du lien social.
Et donc, ce lien social, on se l'illustre à nous-mêmes. Et ce lien social doit faire partie et irriguer la totalité de nos relations. Donc, en amont, pendant et après. Et ça passe bien sûr par un dialogue qui permet finalement, qui démarre au moment du pitch, lors de la présélection. Et c'est quand on pose les bases de cette présélection, et bien finalement, quand on arrive à la sélection du projet qui est validé par un conseil d'administration, on repose la question aux partenaires, c'est est-ce que finalement, on vous propose de lire et d'amender en fait une convention de partenariat puisqu'on s'engage avec vous sur la durée. Donc c'est 3 à 5 ans sur les premiers cycles de la fondation. On a accompagné des projets jusqu'à 5 ans. Mais c'est 5 ans où il faut tenir une relation dans la transparence et la confiance. Nous, on jalonne la relation avec notre porteur de projet par des évaluations annuelles, et ces évaluations, elles ne doivent pas être subies en fait. C'est tout ce qu'on pose au préalable autour du conventionnement, et au travers de ce conventionnement, on y annexe une grande annexe d'ailleurs sur le code des conduites des affaires, qui reprend toute source qui pose en tout cas les jalons des conflits d'intérêts identifiables, des contreparties qui peuvent amener à voilà, des frictions dans la relation partenariale. On préfère que prendre ce temps de lecture ensemble, et si la structure est d'accord, là, on prend un temps de signature. Donc tout cela, ça prend du temps, effectivement. Donc il y a un temps de concrétisation entre la présélection et le conventionnement final qui va jusqu'à 3 mois, qui peut aller jusqu'à 3 mois. Une fois qu'on a posé le socle, eh bien, peut commencer effectivement la concentration terrain, l'opérationnalité au travers des enjeux sociétaux adressés par le porteur de projet qui a candidaté auprès de la fondation. On se dit, même si on est une fondation, en tout cas, qui a une dotation modeste, on se dit, c'est pas parce qu'on est une petite fondation d'entreprise qu'il ne faut pas entrer dans un cadre de sélection rigoureux, méthodologique, parce que on est convaincu que c'est ce qui fera notre réputation, notre notoriété, et généralement ça permet de booster aussi le pouvoir d'agir des structures puisqu'on met en réseau, on fait, cette relation de confiance, on la fait rebondir auprès d'autres acteurs, et on a besoin vraiment de poser le socle d'un conventionnement qui est viable en fait et pérenne puisqu'on est sur du pluriannuel, hein. Christelle, quand on a préparé cet entretien, tu me disais Oui, que les juristes doivent vous aider à vous rendre heureux pour que oui, vous puissiez vous consacrer vraiment sur l'opérationnel et sur la mise en œuvre ouais. des projets, qui évidemment le cœur de vos actions. Et Mmh. donc, j'aimais bien cette idée. Ouais, Peut-être sur la fin de la relation, on en mmh, parlera peut-être dans les questions-réponses que je vois que le temps tourne. Donc, je m'en excuse par avance. Je voulais quand même te poser une dernière question sur les chartes éthiques. Vous êtes signataire de la charte de déontologie du mécénat d'entreprise. mmh, Et donc, je voulais voir enfin, je voulais peut-être que tu nous expliques en quoi les chartes éthiques, quand les porteurs de projets en ont, est finalement un accélérateur de dialogue, si je puis le dire comme ça. oui, Et de la même manière, tu as un exemple où il y a mmh, une structure porteuse de projet qui a été ravie de savoir que vous étiez signataire de la charte de déontologie et ça ouais, a facilité aussi vos relations. Peut-être juste exactement, en 2 minutes, oui. si c'est possible. Alors très très rapidement, et ce sera possible, effectivement, j'ai 2 exemples. Moi concrètement, oui, le juridique me rend heureuse. Oui, la charte éthique me rend heureuse. Pourquoi? Parce que ça me soulage et ça me permet de me concentrer vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, sur, l'opérationnalité avec le porteur de projet. Et c'est ce qui permet aussi très rapidement d'identifier des situations à risque, et ça nous est arrivé. Donc, première situation plutôt heureuse lors de la sélection,
le porteur de projet nous dit, et il applique le principe de réciprocité, c'est plutôt une grosse structure qui nous avait accordé une rédaction sur un axe d'un projet, de son projet, qui nous permet de nous différencier malgré nos petits financements. Et elle nous a dit très clairement, on vous a sélectionné parce que on fait attention à nos communications, on ne veut pas que voilà, ce soit utilisé en particulier pour des fondations d'entreprise à des fins un petit peu plus, on va dire, intéressées, business. Donc, on vous a choisi parce que vous êtes signataire de cette charte. Et c'est ça qui a fait et donc là, on n'était plus dans le donneur d'ordre ou le financeur. Il y avait ce principe de réciprocité, on s'était choisi mutuellement. Et puis le deuxième exemple, moins heureux, mais et dont la charte de déontologie nous a aidés à sortir, le fait d'être signataire de cette charte, on a eu une relation un peu, on va dire, entre guillemets conflictuelle, avec une association qui, malgré la signature de la convention, très rapidement n'a pas respecté le cadre et des contreparties, des valeurs et de tout ce qu'on avait inscrit dans les devoirs, voilà, de notre relation. On a remis en avant cette charte et c'est grâce à cette charte qu'on a pu instaurer un dialogue de fin de partenariat avec nos avocats, puisqu'il peut arriver que dans une situation conflictuelle, eh bien, il y ait besoin d'un médiateur. Et c'est ce médiateur qui nous a permis de renforcer le lien, de sortir de ce lien avec l'association, parce que quoi qu'il arrive, eh bien, on ne voulait pas faire rembourser les montants donnés à cette association. C'est pas dans notre éthique, c'est pas dans nos valeurs. Donc on s'est dit bon voilà, un projet, il y a des hauts, des bas. Il s'avère que avec ce projet, on n'a pas pu aller au bout. Eh bien, c'est les outils, les clés de cette enfin, tout ce qui était inscrit au travers de la relation partenariale dans cette charte éthique qui nous a permis de sortir sereinement de cette relation sans abîmer ni la notoriété du projet et du porteur de projet, ni la notoriété de notre entreprise et donc de notre fondation d'entreprise. Et c'est en ça que véritablement la charte, elle doit nous rendre effectivement heureux dans son application. C'est un vrai confort. Merci Christelle de souligner un élément qui est important aussi pour nos 3 organisations, qui est le non-remboursement du don. C'est-à-dire que ce qui a été versé, c'est un don. Ensuite, effectivement, si la relation cesse, les échéanciers ou les versements suivants peuvent ne pas être versés, mais on Oui. recommande vraiment de ne pas rentrer dans cette notion de remboursement pour pas fragiliser les structures porteurs de projets. Je pense que c'est l'heure des questions-réponses, Marie, si je ne dis pas bêtises. Et Oui, encore merci merci. Christelle pour ton témoignage. Moi, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci Julie, merci Frédéric, merci Christelle d'être venue partager votre expérience et vos bonnes pratiques.